Bonjour, j'ai fait le choix de ne pas parler des 29 premières minutes de ce film qui pour moi sont juste parfaites. Je préfère donc m'attarder sur ce qui suit. Ainsi, je vais pouvoir montrer que selon moi, ce film est particulièrement imparfait mais surtout inégal puisqu'il alterne entre faute de mauvais goût, voire plantage complet, et également entre moments complètement dingues qui nous... Ainsi, comme vous avez pu le comprendre, je considère que ce film a un potentiel incroyable de par son introduction, mais également grâce au support des comics. Mais je vais vous montrer, selon moi, qu'à partir d'un certain moment, ça part en cacahuète. Et ça devient totalement inégal lorsqu'on a la scène où Angel va se faire piquer car il va absorber le remède pour ne plus être un mutant. Et malheureusement, à partir de là, tu sais déjà que ça ne va pas arriver, évidemment, car c'est une habitude dans ce genre de situation. Tu sais parfaitement qu'il ne va rien se passer pour lui, et donc tu es totalement indifférent par rapport à ce qui se passe. Pour ma part, je remets totalement en question son design. Je trouve que les effets de ses ailes sont très artificiels. Malgré tout, par la suite, nous avons une symbolique de l'envol. Nous avons le gamin Jimmy qui est finalement séquestré dans l'ancienne prison de San Francisco. Et évidemment, c'est un enjeu mondial puisqu'il peut finalement permettre aux mutants de ne plus en être. Mais finalement, je trouve qu'on aurait dû s'attarder sur la condition de son bien-être personnel. Mais voilà, je pense que cette scène en soi délivre purement des potentiels messages, mais comme le film va faire totalement abstraction de ces deux personnages que sont évidemment Angel et Jimmy, il perd de son intérêt et une éventuelle identité propre qui, disons, aurait pu l'habiter plus concrètement. Ensuite, nous rencontrons le fléau. Une arrivée calamiteuse, un humour particulièrement lourdeau qui ne marche mais alors pas du tout, et l'acteur qui semble n'être pas dirigé. Ça fait un peu beaucoup de problèmes pour un seul et même personnage. Ensuite, le coup de Mystique qui perd ses pouvoirs ne fait qu'illustrer finalement les failles scénaristiques de ce film à ce moment-là. Mais ça en dit long sur le personnage finalement qui est prêt à tout pour ce personnage qui est prêt à tout pour se sacrifier pour Magneto. Mais finalement, la réaction de Magneto qui est assez magistrale, pardon, puisqu'il est à la fois fier de Misty qui, franchement, a montré qu'elle était bien sa meilleure acolyte, mais en même temps, il est déçu puisqu'elle est devenue une simple humaine et qu'elle n'est plus une mutante. L'acteur, pour moi, incarne un personnage avec brio. Bravo, merci Magneto, heureusement que t'es là. Le réveil de Jean Grey à l'infirmerie du manoir des X-Men n'est pas sans rappeler X-Men 1, où cette fois-ci les rôles étaient inversés entre Wolverine qui était blessé et Jean Grey qui veillait sur lui évidemment. Ensuite, je trouve que Wolverine est assez désemparé à ce moment-là, ce qui est assez intéressant. Jean Grey aussi, parce qu'elle a quand même tué Cyclope. Enfin, moi j'en arrive à l'actrice qui joue Jean Grey, qui est particulièrement efficace, puisqu'elle joue toujours assez lentement, je trouve. Elle désarticule bien toutes ses émotions, et je pense que c'est aussi grâce à son visage assez particulier, puisqu'il est un peu élastique, hein, et voilà, elle bénéficie en plus à ce moment-là, dans cette scène, d'une sortie assez classe. Donc j'achète, et puis elle neutralise Wolverine en 3 secondes. C'est quand même assez impressionnant. Parallèlement à cela, Magneto comprend que le nouveau super mutant n'est autre que Jean Grey. C'est assez implicite finalement, puisqu'il est censé la croire morte, mais il n'a pas besoin de précision finalement sur ses caractéristiques. C'est forcément elle dans sa tête, donc ça en dit long sur le potentiel que Eric a cerné en elle. On nous refait donc la scène du début entre Magneto et Xavier qui sont devant la maison des Grey. Et finalement, j'adore quand les méchants n'ont pas pour objectif de se bastonner 100% du temps. Il y a une sorte de pacte du fair play diabolique qui m'intéresse toujours, puisque finalement on se tape dessus uniquement si c'est vraiment nécessaire et si ça sert à quelque chose dans la trame, et il ne faut pas que ce soit un prétexte. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore Magneto même dans cet épisode. Nous rentrons dans la maison de Jean qui est représentative de ses dégâts psychiques, si je peux me permettre. Et finalement, cette scène est parsemée de l'opposition verbale entre Xavier et Magneto, comme d'habitude. La mise en scène est assez complexe, mais selon moi, elle rehausse le film dans mon estime, puisque de l'eau, finalement, de la cuisine
se dégage et atteint le plafond grâce au pouvoir de Jean. Les regards échangés entre Jean, le professeur X, et après même avec Wolverine quand il essaie de venir sauver le professeur, c'est assez réussi. L'élévation de Xavier avant sa mort est une référence presque biblique qui est très intéressante. Nous avons droit à un ralenti sur sa mort, et à la fin il ne reste plus que le fauteuil. Tant de symboliques intéressantes à exploiter, et ça a très bien été traité. Petite parenthèse, Avengers 3 Infinity War n'a rien inventé par rapport à la disparition de 50% de l'univers, puisque finalement le concept et beaucoup de similitudes sont représentées ici avec la mort du professeur Xavier selon moi. Magneto est attristé par la mort de Charles, mais là j'ai un gros problème puisque Jean Grey suit Magneto comme ça, alors qu'elle est censée être ingérable et incontrôlable. J'ai vraiment du mal à y croire à ce moment-là du film. Malicia se tire puisqu'elle veut le remède. Nous avons droit à un dernier dialogue très intéressant entre Wolverine et Malicia qui clôt leur arc relationnel de belle manière. Dans la forêt, ça devient encore une fois du grand n'importe quoi malheureusement, puisque Jean, nous avons d'ailleurs encore une référence biblique avec une forte luminosité, etc., mais elle fait sa rebelle rapidement, on ne comprend pas son tiraillement vu qu'on est rarement dans sa tête, on l'observe juste et elle-même finalement elle observe les autres. Du coup, ça n'a pas grand intérêt. Magneto est respectueux envers Charles Xavier finalement, ça montre que c'est un personnage ambigu. Voilà, bon, ça sauve un peu on va dire toutes les séquences dans la forêt. Cependant, la connexion entre Wolverine et Jean, c'est vraiment au petit bonheur la chance, hein, c'est un peu facile. On va pas chercher encore une fois très loin, juste pour que Wolverine débarque dans la forêt. Wolverine et Tornade, finalement, illustrent l'aspect assez compromettant de la mission, que j'apprécie bien. Le plan de Magneto, en même temps, touche à sa fin. La réaction du président des États-Unis est excessive, elle est complètement précipitée. C'est le genre de taille qui fait souvent sourire, mais bon, ça ne casse pas des briques quand même. Wolverine qui vient combattre dans la forêt. Alors au début, je n'ai même pas compris qui il affrontait. Les mutants là qui sont censés, je sais pas moi, protéger Magneto et garantir un certain périmètre de sécurité, je ne sais pas trop. Mais finalement, ils ne donnent même pas l'alerte, hein, alors qu'un intrus pardon, vient de s'incruster et vient de débarquer finalement. Bon, alors je me demande si c'était pas un peu leur boulot à la base malgré tout. Bon. Jean a débusqué Wolverine et donc elle se met en retrait par rapport aux autres mutants. Wolverine est ensuite projeté en arrière et qu'on croit à ce moment-là que c'est Jean qui a utilisé ses pouvoirs, mais finalement c'était Magneto, c'est assez bien joué. Par contre, franchement, sa manière de le neutraliser n'est vraiment pas exceptionnelle. Il n'avait pas d'idée pour concrètement l'empêcher de nuire à ses projets en fin de film. Et là, eh bien, tu sens un scénario un peu faiblard encore une fois. Mystique avoue le plan de Magneto aux humains. Je n'y crois pas une seconde, c'est totalement impossible qu'elle fasse ça, même si Magneto l'a rejeté. Franchement, est-ce que quelqu'un y a vraiment cru? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Par la suite, l'attaque armée des États-Unis sur les mutants dans la forêt propose une mise en scène avec des points qui représentent les mutants qui est assez intéressante, et finalement c'était un leurre. Et donc c'est une superbe idée. Ils ont été vraiment manipulés et ils se sont fait complètement avoir par Magneto, donc ça, c'est plutôt acceptable. Nous avons ensuite droit au beau discours classique de Wolverine pour redonner le moral aux troupes. La scène du pont de San Francisco avec Magneto, pour moi c'est celle du film, elle est juste excellente en termes de mise en scène, et en termes de grandiose, là, voilà, on est vraiment là au summum. Cette scène m'a redonné espoir en vue d'un final que j'espérais vraiment, encore une fois, dantesque. Le président de la République, il nous propose alors ensuite des commentaires, mais alors tout le temps. Franchement, ça commence un peu à gaver à la longue, hein. Oh oui, très bien, oh non, 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 bon, ok, merci d'être là, mais ça ne sert pas grand-chose. Après, pendant le combat final, bon, Jean ne tue pas de soldats au début, elle est complètement inactive, hein, parce que finalement elle est trop puissante. Donc elle attend tranquillement, pépère, le final grandiose qu'on nous promet, pour enfin se réveiller. Et pour moi, là, c'est une déception ultime, puisque c'est elle qu'on veut voir en action, hein, pas les sbires de Magneto, même si, bon, ok, c'est sympa, mais non, à ce moment-là, nos attentes sont ailleurs.
Les combats, bon, je n'ai rien de spécial à dire finalement. On a un super méchant Magneto qui est assez attentiste et c'est rare, mais c'est quand même assez efficace puisqu'il envoie au fur et à mesure les mutants qu'il considère être les meilleurs atouts ou les meilleurs pions pour bien obtenir la victoire. Le fléau, alors je lui donne par ailleurs le lauréat de l'abruti en or puisqu'il, franchement, il a exactement les mêmes caractéristique que dans la BD, c'est-à-dire qu'il est complètement abruti, comme je disais. Cependant, il est beaucoup moins puissant. Du coup, ce n'est pas très intéressant. Je suis assez surpris par la mort gratuite de l'assistante du créateur du remède. Mais c'est dommage justement que cet aspect de fourberie et puis finalement des personnages un peu plus sadiques, ça manque un peu finalement au super pion de Magneto sur toute la durée du film, je trouve. L'arrivée d'Angel pour sauver son père est complètement téléphonée. Le film a essayé de nous faire croire qu'il avait une utilité dans le film, c'est bien tenté, mais vu qu'après on ne le revoit pas, ça ne sert pas à grand chose non plus. Nous avons ensuite affaire à une superbe combinaison des pouvoirs de Pyro et Magneto, puisque Magneto, avec ses pouvoirs magnétiques, évidemment, comme son nom l'indique, peut balancer des voitures sur l'armée, et Pyro enflamme ses voitures. Alors c'est vrai que ça paraît assez simple, mais les effets sonores donnent plus d'impact au feu que propulse Pyro de ses bras, enfin de ses, je sais pas très bien comment on peut qualifier son truc, puisque finalement c'est une sorte de briquet qui alimente ses pouvoirs, mais bon, enfin vous avez compris quoi. Et donc les effets sonores ont plus d'impact sur le feu qu'envoie Pyro que finalement l'impact en lui-même quand il atteint le sol. C'est assez inhabituel et donc pour moi c'est assez réussi. Ça sonne un peu comme un orchestre, une certaine rythmique qui est plutôt parfaite à ce moment-là honnêtement. Magneto croit mourir en devenant un humain. C'est quand même assez, encore une fois, en adéquation avec la psychologie du personnage. Jane devient méchante pour de bon, car elle est attaquée. Donc là, on n'est pas loin de la simple légitime défense, et ça pose donc un problème. C'est cela qui la pousse finalement à semer le chaos. Sans finalement l'attaque de l'armée, elle n'aurait pas bougé du début jusqu'à la fin du film. Enfin, en tout cas du combat. Et c'est assez regrettable. Après, on est très content puisqu'on va vraiment avoir cette fois-ci des morts. Enfin, un aspect dramatique et époustouflant dans cette bagarre. Le combat était honnêtement bon, correct, mais là voilà, on a enfin du grand spectacle, mais pas pour les bonnes motivations de Jean, encore une fois. Magneto, c'est assez drôle puisqu'il prend conscience assez tardivement de son erreur, qu'ai-je fait? Et là, pour moi, arrive la meilleure scène du film. Je pense d'ailleurs que c'est aussi la scène sur laquelle j'ai le plus de choses à dire. On sait déjà finalement ce que va faire Wolverine. Il va devoir tuer Jean, c'est un dilemme, c'est une évidence, mais il est le seul à pouvoir le faire, le seul à refuser également de le faire, et donc on se doute qu'il va parvenir à la tuer. Cette souffrance va durer finalement parce qu'il s'approche lentement d'elle. La mort est d'autant plus terrible pour Jean, avec un plan iconique, et un Wolverine totalement effondré, bouleversé. Et le gros dur qu'est Wolverine dans X-Men 1 et X-Men 2 révèle finalement ses sentiments suite à la mort de la moitié de ses amis au final. C'est quand même horrible de se dire que quand elle meurt, c'est la gentille Jean qui souffre à ce moment-là. À aucun moment, le phénix, donc la part obscure, le côté obscur de Jean, sans référence à Star Wars, n'a jamais souffert. Il s'est juste éteint. Et donc nous avons droit, pour moi, à une scène de mort qui est juste anthologique. Et l'eau retombe tout autour de la prison, et la tension retombe également. C'est vraiment bluffant à ce moment-là. Mais, malheureusement, nous en arrivons à la fin du film. Le fait que la tombe du professeur Xavier soit complètement surdimensionnée par rapport à celle de Jean et Scott est extrêmement maladroit. Ça souligne l'idée que le professeur Xavier est certes le personnage central finalement de la saga X-Men, peut-être avec Wolverine, mais c'est très maladroit de dénigrer à ce point les deux X-Men qui sont morts également dans ce film.
Le président des États-Unis se montre quant à lui bipolaire, personnage super mal géré, puisqu'à la fin, tout ce qu'il avait dit tout au long du film, eh bien, en gros, dites-vous qu'il est complètement passé, mais alors à l'extrémité, mais opposé vraiment de ce qu'il avait dit jusqu'à maintenant. Donc c'est assez bizarre, surtout que le personnage n'est pas traité, c'est un personnage un peu fantôme. Le travelling final avec Magneto symbolise finalement le retour de son pouvoir, tout du moins, voilà, la renaissance de ses aptitudes exceptionnelles, donc avec sa partie d'échecs, hein. Et donc, ça signifie, c'est sûrement un jeu de mots, voilà, une symbolique forte, qu'il n'a pas véritablement connu un échec si terrible, puisque ses pouvoirs lui reviennent. J'ai détesté la scène post-générique. Quand un personnage est mort, pour moi, ça ne doit pas être comme dans les comics. Pitié, ça doit être définitif. Et là, on a droit, encore une fois, à un comeback du professeur Xavier, 1 heure après sa mort, en gros. Et moi, je suis désolé, mais je refuse cela. D'ailleurs, je pense qu'on ne doit pas tarder à faire une vidéo qui traitera justement de la mort des super-héros dans les comics et dans les films. Ça serait très intéressant d'en parler. Bref, nous passons maintenant au bilan d'X-Men 3. On peut facilement dire, enfin moi je dis facilement, puisque c'est mon bilan personnel, que c'est le plus mauvais des 3. Je dirais plutôt qu'il comporte de multiples erreurs, des fautes de goût, encore une fois, une sous-exploitation de la psychologie de Jean, par exemple. C'est un film inégal, voilà, car il a aussi beaucoup de qualités. Je le reconnais, honnêtement. Je lui mets donc un 12 sur 20. Et voilà, donc je vous rappelle maintenant que la rétrospective prépare la sortie de Dark Phoenix au cinéma. Bryan Singer va nous proposer sa version de la tragédie du sort de Jean Grey. La question qu'il faut se poser finalement, c'est sera-t-il, ce film-là, meilleur que le 3 ? La prochaine vidéo qui portera sur les X-Men, eh bien évidemment vous vous doutez que cela concernera X-Men First Class. Je tiens d'ailleurs à préciser que la critique finalement des films Wolverine Origins, Wolverine, le combat de l'immortel et Logan aura lieu plus tard, après Dark Phoenix, puisque finalement Wolverine et ses aventures dans les films, sa trilogie on va dire personnelle, ne sont pas directement, enfin si, ils sont directement liés aux X-Men, mais je pense qu'on pourra en tout cas s'en passer en vue du film Dark Phoenix. Allez, ciao et à la prochaine!